tous, je m'appelle Gilles Théophile, je suis votre hôte ce soir pour ce webinaire organisé par DxO et qui portera sur le flux de travail de base de DxO Photolab avec la Nik Collection. Donc ce qu'on verra essentiellement, c'est que doit-on faire dans DxO Photolab avant de passer dans la Nik Collection, que permet la Nik Collection, donc son côté, son approche créative, qu'est-ce qu'elle apporte à un logiciel comme DxO Photolab dans lequel vous allez traiter vos fichiers RAW. Donc on va passer un petit peu tout ça en revue. Alors donc si vous ne connaissez pas du tout ces logiciels, eh bien c'est une excellente occasion de les découvrir. Si vous les connaissez déjà, eh bien peut-être une occasion de faire un petit peu de révision, ou simplement pour voir comment d'autres, moi a priori, travaillons avec ces solutions. Alors je me présente, donc je suis Gilles Théophile, je suis rédacteur, formateur et photographe indépendant, traducteur également, et je collabore avec DxO depuis une dizaine d'années, notamment sur la rédaction des guides utilisateurs. Donc pour cela, eh bien, je vous invite, si vous me demandez où se trouvent ces guides utilisateurs, hein, que ça soit Photolab ou que ça soit la Nik Collection, vous avez un menu aide qui vous permet d'y accéder directement, et vous pouvez également les télécharger en PDF. Hein. Donc les guides utilisateurs de Photolab sont assez conséquents, ainsi que celui de la Nik Collection. La Nik Collection, je me souviens qu'il y a plus de 350 pages, donc tout le flux de travail qu'on verra ce soir y est expliqué en détail, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Sachez également que cette session est intégralement enregistrée et sera diffusée un petit peu plus tard sur le site, sur les sites de DxO. Donc si vous retournez dans le menu aide, vous voyez, vous avez le DxO Hub qui permet d'accéder un petit peu aux ressources. Sinon, vous avez le centre de formation DxO, vous trouverez également les tutoriels, les vidéos qui ont été enregistrées précédemment. Voilà. Donc, on va commencer. Une petite présentation de DxO, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, DxO, c'est une entreprise française qui a fait sa réputation dans le domaine de la correction optique logicielle, puis le traitement du bruit numérique des images. Donc, au départ, DxO n'était pas du tout dans la photo. Elle y est parvenue assez progressivement. Et DxO est également le propriétaire maintenant de la fameuse Nik Collection qui a une vingtaine d'années et qui est en cours de modernisation donc depuis cette année. Donc il y a un gros chantier de refonte de l'interface qui a été entrepris. Si vous avez assisté au webinaire précédent, vous avez eu l'occasion de le voir. Alors d'abord, DxO Photolab, puisqu'on va commencer par celui-ci, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un logiciel de traitement de fichiers RAW essentiellement. Alors bien évidemment, vous pouvez également traiter des fichiers JPEG et des fichiers TIFF. Et DxO Photolab est organisé sous forme de deux onglets. Donc vous avez l'onglet personnalisé dans lequel se trouvent tous les outils de correction. Donc on va voir ça essentiellement ce soir. Et vous avez également un onglet Photothèque qui vous permet d'aller chercher les sources de vos images, c'est-à-dire les dossiers ou des projets. Et ça, c'est quelque chose qu'on abordera également plus en détail, notamment mardi prochain, puisqu'il y a un autre webinaire où on verra un petit peu comment personnaliser cette interface, parce que comme vous pouvez le constater, il y a énormément d'outils. Et donc, vous pouvez optimiser l'utilisation du programme en le mettant à votre sauce, en affichant par exemple que les outils dont vous vous servez, en créant des espaces de travail. Mais ça, je vous invite à revenir me voir donc mardi prochain à la même heure. Alors DxO Photolab va tout simplement traiter vos fichiers RAW parce que c'est de ça qu'il s'agit essentiellement. Et quand vous ouvrez un fichier RAW dans le programme, eh bien il se passe deux choses. La première chose, Photolab va appliquer un certain nombre de corrections automatiques à vos images. Il va corriger la tonalité, il va tenir compte de la balance des blancs du boîtier, il va appliquer un rendu par défaut à l'image d'un point de vue couleur, et il va également faire du traitement de bruit. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier
dans l'onglet personnalisé. Si vous allez à droite ici, vous avez différentes palettes, lumière, couleur, et tous les outils qui sont indiqués par un petit interrupteur bleu, en fait, vous indiquent tout simplement quels outils ont été, quelles corrections ont été appliquées à votre image. Et si vous voulez voir votre image telle qu'elle arrive avant les corrections, c'est très simple. Vous allez tout en haut dans la barre d'outils supérieurs, vous cliquez par exemple sur le bouton comparer. Bon, là, on voit pas trop de différence au niveau de cette image. Je vais peut-être changer de photo rapidement. Là, je vais cliquer sur comparer. Vous voyez, donc on voit que les bords ici sont plus sombres, tout simplement parce qu'il y a eu la correction optique, hein, dont je ne vous ai pas encore parlé. Je vais revenir à la photo précédente. La correction optique, eh bien, c'est tout simplement DxO qui va détecter quel appareil et quel objectif vous avez utilisé, et il va appliquer un module optique qui va corriger le vignotage, c'est-à-dire l'assombrissement des bords de l'image, va également corriger la distorsion, par exemple une ligne d'horizon un petit peu arrondie, bon c'est pas le cas ici, et également l'aberration chromatique, et surtout faire comment on appelle ça, une optimisation du piqué, de la netteté de l'image en tenant compte de la position des pixels dans l'image. C'est-à-dire qu'au centre, en général, les objectifs sont plus performants que sur les bords. Et bien, DxO va, grâce à ces modules optiques, homogénéiser cette netteté au travers de votre image. Alors donc, quand vous utilisez DxO Photolab et que vous y ouvrez les images, eh bien automatiquement le programme applique ces corrections qui sont regroupées dans un pré-réglage qui s'appelle pré-réglage DxO standard. Vous pouvez le voir d'ailleurs ici en haut à droite si vous cliquez sur le bouton pré-réglage. Et là, vous pouvez voir ici DxO standard, c'est celui qui est appliqué par défaut. Et bien entendu, vous avez la possibilité de passer un autre pré-réglage, vous pouvez créer vos propres pré-réglages, et sachez également que vous avez la possibilité de changer le comportement par défaut du programme dans ses préférences, c'est-à-dire en lui demandant d'appliquer tel pré-réglage à la place de DxO standard par exemple. Donc vous avez déjà beaucoup de possibilités dès le départ pour garder la main sur la totalité ou juste sur une partie du flux de travail des corrections de vos images. Lorsque vous avez ouvert vos images dans DxO Photolab, évidemment, peut-être utilisez-vous à côté un logiciel de catalogage comme Lightroom, par exemple, qui dialogue très très bien avec Photolab et avec lequel vous avez déjà procédé au tri des images. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez également la possibilité de faire dans DxO Photolab, en attribuant notamment des notes en étoiles, en attribuant des marqueurs retenus ou rejetés, et en organisant vos images dans des projets, c'est-à-dire les projets sont tout simplement des dossiers virtuels qui vous permettent un petit peu de gérer vos différents projets, justement, vos projets photographiques. Alors par exemple, pour faire de la vérification et du tri d'images, vous pouvez passer en mode plein écran. Si vous allez dans la barre d'outils supérieurs, à nouveau, vous voyez ici, vous avez un mode plein écran avec un raccourci clavier pour y accéder. Si vous préférez raccourci clavier, là, on va simplement cliquer sur le bouton. Vous voyez, donc là, on passe en mode totalement plein écran. Et en bas, on a une barre avec un certain nombre d'informations. Vous avez le type de fichier, vous avez le nom de votre image. Vous avez également son statut, c'est-à-dire, vous voyez, vous avez une pastille verte conservée ou image retenue si vous venez de Lightroom, et rejetée. Et vous pouvez attribuer une note en étoile ici directement en cliquant. Vous pouvez également utiliser votre pavé numérique pour faire ça. Vous pouvez zoomer dans votre photo et vous pouvez également utiliser une ligne de séparation pour comparer l'image avant-après. Alors, si vous êtes un petit peu perdu au niveau des fonctions, en bas à droite, vous voyez, vous avez un bouton Aide et vous avez également un deuxième bouton ici qui indique les différentes informations liées à la prise de vue et un pavé de navigation si jamais vous zoomez dans l'image. Alors si vous appuyez, si vous cliquez sur le point d'interrogation ici, vous avez tous les raccourcis clavier qui sont utilisables pour faire le tri d'images. Justement, vous voyez, si vous voulez zoomer à 100%, eh bien, c'est la combinaison de touches CTRL, commande et 1 pour
Voilà, vous promenez dans l'image comme ceci. Si vous préférez naviguer avec l'autre petite fenêtre qui se trouve ici, vous voyez, vous avez un petit pavé de navigation et ça vous permet de vérifier la netteté de vos images et vous pouvez également comparer par rapport à l'original en cliquant sur le bouton comparaison rapide. Ici, c'est le même bouton que je vous ai montré précédemment ou alors afficher les lignes verticales de séparation avant-après pour vos images et vous avez également la possibilité d'afficher la ligne de séparation pour le haut et la droite. Et donc, si vous attribuez des notes à vos images, par exemple, vous voyez ici, j'attribue 3 étoiles et un statut conservé. Par exemple, je clique sur la pastille verte, soit je clique sur la pastille verte, ou alors je peux utiliser les raccourcis, par exemple la touche 7 du pavé numérique, donc pour conserver, ou 9 pour rejeter la pastille rouge. Mais ce qui fonctionne également, c'est d'utiliser exactement les mêmes raccourcis clavier que Lightroom. Par exemple, si vous appuyez sur la touche P, vous voyez, j'ai ma pastille verte ici qui s'allume. Donc, si vous venez de l'univers Lightroom, sachez que DxO a su implanter également des raccourcis clavier pour ceux qui travaillent avec ce programme et qui l'utilisent conjointement avec Photolab. Pour sortir du mode plein écran, alors évidemment, vous pouvez passer d'une image à l'autre. Si vous prenez les flèches, du clavier, on va revenir à un affichage normal, hein, donc ajusté à l'écran. Voilà, commande plus contrôle ou contrôle plus 0 et vous pouvez utiliser les flèches du clavier, les flèches directionnelles pour passer d'une photo à une autre. D'accord? Et pour sortir du mode plein écran, vous appuyez sur la touche échappement tout simplement et vous revenez dans votre espace de travail habituel dans DxO Photolab. Donc, vous voyez, c'est très simple. La semaine prochaine, vous verrez les possibilités immenses de personnalisation d'interface. Vous pouvez détacher les palettes, les placer sur notre outil. Vous avez des outils de filtre pour afficher uniquement les outils actifs, etc., etc. Mais ça ne sera pas le sujet de ce soir. Alors une fois qu'on a traité, une fois qu'on a ouvert des images, qu'on a donc le traitement de base qui a été effectué, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire du point de vue du flux de travail? Eh bien, on va tout simplement prendre une image concrètement et commencer à travailler avec. Alors, je vais prendre cette photo, par exemple, pour une raison bien particulière. Je vais faire un petit peu de place, je vais escamoter le volet de gauche comme ceci. Et donc voilà mon image telle qu'elle a été ouverte dans DxO Photolab. Vous voyez, si je clique sur comparer, donc on voit que les bords ici sont très sombres à cause du vignettage et l'image est assez terne. Et voilà déjà ce que me propose DxO Photolab. Alors, quelle est la première chose à faire? Donc, on a des corrections automatiques de luminosité, de contraste, ce que j'appelle la tonalité. On a également la reprise de la balance des blancs du boîtier. On a les corrections optiques, correction du bruit. Et là, quand même, globalement, l'image pose un certain nombre de problèmes. Vous voyez, on a le bateau et tout le bas de l'image qui est plutôt bleu, ce sont des tons plutôt froids, donc on peut essayer peut-être de retrouver une certaine chaleur et pour ça on va modifier la balance des blancs. C'est quasiment l'une des premières choses à faire dans un flux de travail dans DxO Photolab ou dans n'importe quel logiciel de traitement des photos. Et donc pour la balance des blancs, c'est très simple. Je peux aller soit dans la barre d'outils supérieure ici, aller cliquer sur la pipette de balance des blancs, ou je peux aller chercher la sous-palette balance des blancs à droite dans la palette couleur. Donc on va cliquer en haut puisque l'accès est quand même plus simple. Et là, vous avez une pipette qui s'affiche et qui va vous permettre d'aller cliquer donc sur une zone neutre de l'image pour rééquilibrer les couleurs. Vous avez en dessous de l'image ou enfin sur Mac comme ici ou en haut de l'image sur PC, vous avez un curseur rayon qui permet d'agrandir ou de réduire la zone de prélèvement en fait qui se trouve au bout de la pipette. D'accord? Donc là, je vais la mettre au maximum à 50 pixels et on voit le petit cercle au bout de la pipette qui est beaucoup plus grand. Donc je vais me mettre dans une zone blanche ou une zone gris neutre de préférence. Je vais cliquer dessus et donc vous voyez déjà, je retrouve un peu plus de chaleur
donc une image faite le soir avec une lumière un petit peu plus chaude. Donc ça correspond un peu plus à la scène réelle. Lorsque j'ai fini avec la balance des blancs, je clique sur fermer comme ceci. Et qu'est-ce que je pourrais traiter? Par exemple, là, je vois qu'il y a quelque chose qui me gêne. J'ai l'impression que mon horizon, il y a un petit peu de travers. Ça, c'est également quelque chose que vous pouvez faire dès le départ. Vous voyez, comme ça vous permet d'intervenir sur une image propre d'emblée. Hein, donc, c'est quand même plus agréable de travailler comme ça. Donc, vous retournez dans la barre d'outils supérieure, vous cliquez sur le bouton ici du niveau à bulle et vous voyez une ligne qui se met en place, hein, dont vous pouvez changer la couleur. D'ailleurs, si vous allez en bas à gauche, ici, couleur de la ligne, vous cliquez sur le petit bouton bleu et je vais aller chercher sur mon autre écran. Ça vous ouvre le nuancier du système d'exploitation, hein, que vous savez sur Mac ou sur Windows. Hein, vous choisissez une autre couleur, comme ceci. Voilà, et donc là, la ligne maintenant est devenue violette. Vous la déplacez sur la ligne d'horizon. Voilà, vous ajustez par rapport à la ligne d'horizon. Donc là, la correction est plutôt minime. Et vous faites appliquer, voilà, pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Alors évidemment, quand vous recadrez, quand vous redressez l'image, vous avez un recadrage qui est automatique, hein, bien évidemment, et qui coupe ce qu'on appelle le fond perdu. Et si vous souhaitez conserver cet aspect de l'image, eh bien vous validez en cliquant sur fermer. Alors n'oubliez pas de cliquer sur fermer quand vous arrêtez d'utiliser ce type d'outil, parce que sinon il va vous suivre partout. Tant que vous fermez pas vous-même l'outil, il va rester ouvert et parfois ça peut être un petit peu perturbant. Vous demandez où vous êtes. Voilà, donc j'ai ma balance des blancs un petit peu plus équilibrée. Et il y a d'autres choses que je pourrais faire dans cette image, notamment au niveau de la luminosité. Vous voyez, ça manque un petit peu de pêche, tout ça. Alors, ceux qui suivent mes webinaires savent que je suis un fan absolu d'un certain outil que je vais aborder un petit peu après, mais je vais d'abord vous montrer la méthode académique pour traiter ce genre d'image. Vous avez dans la palette lumière, vous avez quelque chose qui s'appelle le Smart Lighting. Donc c'est un système qui analyse la luminosité, le contraste de votre image et qui permet d'ajuster la tonalité en tenant compte de la présence de haute lumière, de la présence de tons sombres, etc., etc. Donc par défaut, on est en mode léger avec une intensité à 25%. Et vous voyez, on peut déjà chercher à changer l'aspect de l'image en allant chercher un smart lighting en mode moyen ou en mode fort. Alors, ce que je fais en général, je vais sur le mode fort et si ça ne fait rien du tout, comme c'est le cas ici, eh bien je reviens en mode léger et je passe à un autre outil. Alors ce que je peux utiliser, par exemple, c'est juste en dessous ce qu'on appelle la tonalité sélective. Alors je clique sur je fais un double clic sur le nom, tonalité sélective, vous voyez des curseurs haute lumière, ton moyen, ombre, noir, et puis je peux jouer sur les différentes plages de luminosité de l'image. Ici, j'assombris un petit peu les tons moyens, enfin les hautes lumières, pardon, dans le ciel, et les tons moyens, eh bien ça va agir plutôt sur la partie basse de l'image, et je peux rendre les parties sombres un peu plus denses avec ombre et noir. Et sinon, pour une image qui est un petit peu plate comme celle-ci, ce que vous pouvez faire également, c'est avant de revenir à la tonalité sélective, peut-être, c'est de lui donner un petit peu de chance. Donc avec cet outil que j'ai évoqué tout à l'heure, DxO Clearview Plus, qui fait des miracles pour les photographes de paysage, hein, puisque c'est un petit peu le thème de ce soir, un hein, paysage terrestre ou marin, peu importe. Et vous voyez, donc je fais un double clic sur la palette et je l'active par la même occasion. Alors attendez, je fais un double clic, voilà, c'est tellement réactif. Vous voyez, donc par défaut, j'ai un réglage qui est assez puissant quand même, hein, qui est à 50%. Bien évidemment, vous pouvez ajuster son intensité. Vous voyez tout de suite la différence par rapport
à l'image d'origine. Vous voyez, si je clique sur comparer en haut, donc l'image d'origine, l'image d'après. Vous voyez, c'est quand même radical. Alors, il y a un petit peu de granulation parce que c'est une image qui a été faite avec un vieux smartphone, hein, mais bon, peu importe, hein, ça fonctionne également. Et vous avez également le débruitage qui va fonctionner pour essayer de réduire la granulation dans le ciel. Et Clearview Plus, éventuellement, vous pouvez réduire son efficacité, son intensité plus exactement à des valeurs de l'ordre de 30 ou 25% par exemple, juste pour redonner un petit peu de pêche. Et après, vous pouvez passer dans la tonalité sélective au-dessus et puis peut-être on va éclaircir un petit peu les ombres comme ceci et donner un petit peu plus de densité à l'ensemble parce que là on perd du contraste hein, puisqu'on éclaircit, donc je donne un petit peu plus de densité au noir, hein, donc que je règle à -4 par exemple. Ce que vous pouvez faire également ici, c'est faire un petit peu de retouche locale. Vous voyez par exemple retravailler le ciel avec un filtre gradué. Donc vous cliquez sur réglages locaux en haut, comme ceci, vous faites un clic droit sur l'image, dans le sélecteur radial, vous choisissez filtre gradué comme ceci. Vous tirez votre filtre gradué pour le ciel. Voilà, vous le tirez à peu près jusqu'en bas comme ceci. Vous avez un masque cyan qui vous indique à quel endroit les corrections seront faites. Et là, après, vous allez dans ce qu'on appelle l'égaliseur qui permet de travailler sur votre image. Donc ici, je vais peut-être réduire un petit peu l'exposition. Je vais assombrir le ciel comme ça. Je vais lui donner un petit peu plus de saturation avec le curseur vibrant, ce que je peux trouver donc effectivement en retouche locale. Vous voyez, donc là, je renforce le bleu du ciel. Et éventuellement, je peux créer un nouveau masque, par exemple, pour donner plus de texture dans les flots. Donc en bas, je clique sur Nouveau masque, comme ceci, et je pars du bas de l'image. Donc là, je crée un nouveau filtre gradué, mais je pourrais très bien utiliser un pinceau, par exemple. Hein. Donc là, vous avez le choix. Vous avez les points de contrôle aussi qu'on retrouve dans la Nik Collection. Vous voyez, donc là, je vais travailler sur les flots. Je suis ici en mode couleur, donc je reviens dans les curseurs lumière, et là, je vais aller chercher eh bien, mon micro-contraste. Par exemple, je vais pousser le contraste des micro-détails, vous voyez, pour renforcer un petit peu la texture à la surface des flots. Et puis, vous pouvez même redonner un petit coup de clear view d'un point de vue local. Vous voyez, vous pouvez zoomer dans l'image pour voir un peu plus facilement l'effet de la correction que vous êtes en train de faire. Alors, il y a juste voilà les variations de correction qui entraînent un flou temporaire de l'image. Voilà, comme ceci, plus ou moins marqué. Donc, vous voyez, vous avez vraiment toutes les possibilités pour traiter votre image de façon extrêmement efficace et précise. Et quand vous avez fini avec votre photo, eh bien, vous cliquez sur fermer, évidemment, pour fermer les réglages locaux. Donc, voilà l'image avant, après. Hein, vous avez également disponible directement ici la ligne de séparation verticale qui vous permet de montrer que votre image a vraiment subi des corrections assez importantes et assez efficaces. Alors ça, c'est vraiment le flux de base. Hein. Il y a autre chose que je voulais vous montrer également, c'est si vous vous retrouvez avec des poussières dans vos images, ça fait partie du flux de travail ici. Alors je vais changer d'image. Voilà, je vais prendre celle-ci. Et là, effectivement, on voit des poussières dans la photo. On est également de travers, hein, donc on va s'occuper de ça. Et ça, les poussières qui apparaissent, en fait, elles sont magnifiées par Clearview, là, que je viens de couper. Vous voyez, si je le réactive, et même si j'exagère son intensité, hein, on voit ici toutes les poussières qui sont révélées. Et donc, c'est une bonne aide d'ailleurs pour trouver les petits défauts dans vos images. Donc, si vous voulez nettoyer ces poussières, c'est extrêmement simple. Vous retournez dans la barre d'outils supérieure. Vous avez un outil qui s'appelle réparation et qui est particulièrement efficace. Vous cliquez dessus. Donc, c'est un pinceau. Donc, vous ajustez le diamètre avec par exemple les curseurs qui se trouvent ici. Vous avez également des raccourcis clavier. Hein. Donc, je vais juste augmenter la taille du pinceau. Donc, au centre du pinceau, on voit la pastille cyan qui indique
la zone d'efficacité du pinceau et l'espace entre la pastille centrale et le cercle extérieur qui correspond au contour progressif, c'est-à-dire la transition de la correction par rapport au reste de l'image. Donc on ajuste la taille du pinceau par rapport à, comment ça s'appelle, à la taille des petites poussières. Ici, vous voyez, je retourne ici en haut à gauche, j'ai une belle poussière, je clique dessus, donc elle va être nettoyée. J'en ai une autre ici. Vous voyez, donc à chaque fois, je clique, il va prélever une portion d'image, justement, où il n'y a pas de poussière. Si jamais votre défaut n'est pas circulaire, hein, vous pouvez peindre un petit peu dessus, ça fonctionne très très bien également. Donc voilà pour la correction des poussières. Donc je clique sur fermer, voilà, pour valider toutes les corrections, et je vais peut-être redresser mon horizon. Donc vous connaissez, hein, vous retournez en haut, ici, vous cliquez sur le petit bouton de l'outil de redressement, et là je retrouve donc la ligne qui permet de la ligne de référence en fait dans la couleur que j'ai laissée, que j'ai choisie lors de la session précédente, et là vous allez utiliser une référence horizontale ou verticale. Alors si vous ne voyez pas de référence horizontale nette, par exemple ici on distingue pas vraiment la ligne d'horizon. Le pont d'Aquitaine, lui, ça c'est une montée, vous voyez ici, donc c'est pas de niveau. Eh bien, vous vous placez tout simplement sur une référence verticale comme le pilier du pont ici, et ça marche tout aussi bien pour redresser votre horizon. Vous voyez, donc là je place à la souris ma ligne de redressement, je clique sur appliquer. Vous voyez, donc ensuite je valide en cliquant sur fermer. Mon image est redressée, le pilier est bien vertical, l'horizon semble droit et le fond perdu est automatiquement recadré par Photolab. Vous voyez, donc c'est extrêmement rapide et efficace. On a également une petite chose qu'on pourrait voir plutôt dans la partie export à la fin, c'est le filigrane. Alors pour le filigrane, donc c'est la possibilité d'incruster tout simplement votre copyright dans l'image. Alors ça, faites-le juste avant l'exportation, d'accord? Donc ça fait partie des outils de l'onglet personnalisé, mais comme on va passer dans la Nik Collection, on va voir le flux de travail avec la Nik Collection, mieux vaut faire ce genre de travail tout à la fin, d'accord? Alors pour accéder à la Nik Collection, en fait la Nik Collection, on va faire quoi? On va faire surtout du traitement créatif. Alors c'est vrai que dans la Nik Collection, il y a également des modules qui permettent de retoucher le bruit, mais les modules de DxO Photolab sont beaucoup plus modernes, donc vous allez plutôt utiliser Photolab pour faire ça. On a également un excellent module d'accentuation de la netteté qui est très technique et qui va peut-être plus s'adresser à des gens qui font de l'impression, par exemple. Et on a des modules de type créatif. Donc, on en avait vu un lors du webinaire précédent qui s'appelle Silver FX Pro 3 et qui permet de faire de très beaux noirs et blancs. Mais on va en visiter d'autres aujourd'hui et on va voir donc les deux flux de travail qui existent entre DxO Photolab et la Nik Collection. Alors, premier flux de travail, le flux de travail de base, voilà, j'ai mon fichier RAW, il est traité, et j'aimerais bien maintenant lui donner un look un petit peu particulier, et donc pour ça, je vais aller dans la Nik Collection. Alors, si la Nik Collection est installée évidemment sur votre ordinateur, donc dans Photolab, vous avez un bouton ici en bas à droite qui s'appelle Nik Collection, vous cliquez dessus, et vous avez un sélecteur de plugins donc, qui vous montre tous les plugins qui existent dans la Nik Collection, et vous avez un bouton réglage. Alors ça, c'est la toute première chose à faire et que vous ferez une fois pour toutes. Donc vous allez dans Réglages, et là, vous allez choisir le format de fichier avec lequel vous allez travailler, parce que forcément, vous allez sortir du flux de travail RAW, parce que dans la Nik Collection, il n'y a pas de moteur de traitement RAW et il n'y a pas de moteur de traitement RAW DxO. Hein, donc on est obligé de sortir du flux de travail RAW, et ça c'est le cas si vous utilisez la Nik Collection avec Lightroom par exemple, ce sera exactement la même chose, d'accord? Donc, si vous voulez maintenir un flux de travail de qualité maximum, vous exportez en TIFF. Sinon, si c'est du one shot, hein, vous pouvez exporter en JPEG. Moi, j'aime bien rester en TIFF, en 16 bits. Voilà, donc ça fait un gros fichier, certes, mais comme on travaille pas, on fait pas ça sur des milliers d'images, ça prend pas trop de place non plus sur le disque dur. La section redimensionnée, on n'y touche pas, on va rester
à la taille et au format original de notre image. Je vous ai parlé du filigrane juste avant. Eh bien, vous voyez ici, on pourrait appliquer un filigrane, mais à ce stade du flux de travail, ça n'a pas beaucoup de sens. Et pour le profil SCC, on va rester sur original. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, l'espace de travail de votre image, que ce soit Adobe RVB ou sRVB de votre fichier RAW, en fait, ce que vous allez envoyer dans la Nik Collection va vous être restitué intégralement. Donc, si vous envoyez une image dans un espace Adobe 98 RVB, eh bien, l'image qui va revenir, eh bien, sera dans le même espace de travail. D'accord? Donc, restez sur Original. Vous validez en cliquant sur OK. Et là, on va passer, par exemple, dans Analog FX Pro, qui est un plugin qui permet de simuler d'anciens appareils photo. Voilà, ça ira peut-être très bien avec le sujet de cette photo. Alors donc je clique sur Analog FX Pro comme ceci. Donc le fichier TIFF est généré par Photolab. Alors vous cliquez sur la petite flèche en bas à droite et vous voyez la barre de progression qui s'affiche. Donc ça peut prendre quelques secondes pour créer ce fichier TIFF, notamment si votre RAW original a été fait avec un appareil comme ici qui fait 42 mégapixels, donc ça fait du monde quand même. Voilà, et mon plugin va s'ouvrir, mais comme toujours, ceux qui ont l'habitude de mes webinaires le savent, ça va s'ouvrir sur mon autre écran, donc je ramène mon Analog FX Pro 2 ici, voilà, et j'ai également une petite fenêtre, une petite boîte de dialogue qui se cache quelque part dans alors, attendez voir. Où est ma petite boîte de dialogue? Qui, donc, elle n'est pas là. Alors, attendez voir. Non, elle n'est pas là. Alors, j'ai une petite boîte de dialogue que je n'arrive pas à retrouver qui me demande de faire quelque chose. Alors, attendez, je vais tout simplement regarder sur mon doc. Alors, DxO Photolab, non. La Nik Collection. Hop, non. Où est-ce qu'elle est cette petite boîte de dialogue que j'arrive pas à retrouver sur aucun de mes écrans? Tiens donc. Alors bah écoutez, c'est pas grave, ce qu'on va faire, on va changer de plugin. Non, je peux même plus non plus annuler. Alors ça, c'est vraiment très embêtant. Alors je vais quitter comme ceci. Alors, je vais revenir là et je vais chercher un autre plugin. Alors, je reclique sur la Nik Collection et je vais chercher ColorFX Pro 4, par exemple. Voilà. Donc, ColorFX Pro 4 qui va s'ouvrir, bien évidemment, après la création du fichier TIFF. Donc là, je recrée un fichier TIFF qui va écraser le premier. Voilà, et je pense que ça va... Ah, cette fois, ça s'ouvre sur le bon écran, très bien. Alors tant pis pour SilverFX. Voilà, c'est cette boîte de dialogue que je cherche un petit peu partout sur mon autre écran que je n'arrive pas à trouver. Bah, écoutez, on va laisser cette bêtise au montage, on va la conserver parce que ça peut vous arriver. Donc, dans ces cas-là, ce que vous faites, vous cliquez pour pas être embêté, vous cliquez sur ne plus afficher. Voilà, apprenons de nos erreurs. Donc voilà ColorFX Pro 4. Donc qui est un plugin créatif qui permet de retravailler les couleurs de l'image. Et là, ce qu'on va faire, eh bien tout simplement, on peut partir d'un effet qu'on va aller chercher ici à gauche dans la bibliothèque des filtres. Donc on peut faire même une conversion noir et blanc alors qu'on a SilverFX Pro 3 pour ça. Et là, je vais aller chercher quelque chose que j'aime bien. Moi, c'est le Bleach Bypass. C'est le passage à l'eau de Javel.
Voilà, donc j'ai lumineux, détail accru, on va voir ce qu'on peut. Alors on va cliquer sur normal, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça décolore bien l'image, ça met en valeur vous voyez, les poussières qui étaient restées cachées, hein. Il faut toujours bien faire attention à ça. Alors là, c'est peut-être un peu trop, on va aller chercher un autre effet, peut-être dark contrast. Vous voyez, je peux changer vraiment d'effet à ma guise, ou alors pourquoi pas juste appliquer un effet de grain à l'image. Vous voyez, donc à chaque fois que je sélectionne un filtre, eh bien j'ai mon outil qui change ici à droite. Alors ça, ce sont des choses qu'on a vues dans les webinaires précédents. On ne va pas revenir dessus. C'est juste pour la démonstration du flux de travail. Et donc, eh bien, j'applique mon effet et je clique sur enregistrer. Donc la correction est appliquée de façon définitive à l'image et on peut voir après de retour dans DxO Photolab. Vous voyez, donc là c'est l'original qui est affiché et juste à côté on a le TIFF qui a été traité dans ColorFX avec l'effet de grain du film et peut-être un petit peu plus de contraste par rapport à l'image originale. Alors maintenant, alors ça c'est le flux de travail simple avec la Nik Collection. Maintenant le problème c'est de savoir, bon bah écoutez, oui cet effet c'est bien et puis finalement j'aurais bien aimé faire autrement, appliquer un autre effet. Et ben écoutez, il y a aucun problème. Dans le cas du flux de travail simple, vous retournez sur l'original. Alors, vous n'utilisez pas le fichier TIFF pour retourner dans la Nik Collection. Vous utilisez le fichier original. Vous cliquez sur Nik Collection. Vous savez que dans les réglages, vous êtes toujours en TIFF 16 bits, etc. Donc, vous validez sur OK. Donc, vous n'avez pas besoin de passer par les réglages et vous relancez le plugin pour créer une autre version de l'image. Alors là, évidemment, comme il y a déjà un fichier qui porte ce nom, il va vous demander soit de l'écraser, soit d'utiliser des noms uniques. Alors, on va utiliser des noms uniques. Comme ça, on crée une deuxième version de notre fichier avec un rendu tout à fait différent. Donc là, si je retourne en bas à droite, vous voyez, j'ai dans la flèche bleue d'exportation, donc la création du fichier TIFF. Et donc, ColorFX Pro 3 va s'ouvrir à nouveau. Voilà, quelques secondes. Alors, cette fois, bien entendu, il va s'ouvrir sur mon autre écran. Voilà, chargement de l'image. Alors, je vais le passer en plein écran pour que vous puissiez voir un peu mieux comme ceci. Alors donc là, je retrouve exactement le même rendu que le fichier RAW original. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de différence vraiment marquante. Il ne doit pas y en avoir en tout cas. Et on va aller chercher un autre effet. Alors j'en avais repéré un qui s'appelle Indian Summer. Voilà, il y a plusieurs variations de cet effet Indian Summer. Voilà, on peut aller plus dans les jaunes, plus dans le jaune soutenu comme ceci. Et à droite, je peux évidemment personnaliser mon effet avec notamment ce curseur d'accentuation. Alors c'est indiqué accentuation du feuillage parce que peut-être que ça s'applique à un certain type d'image, mais peu importe en fait, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous avez également, tiens, ça c'est marrant, Monday Morning, le lundi matin. Tiens, on va prendre un truc radicalement différent pour voir un petit peu la différence. Bleu granuleux, bah tiens, ça vieillit notre photo, c'est pas mal. Pourquoi pas? Allez, on clique sur enregistrer. Et donc, vous voyez ici, donc en bas à droite, mon original qui est sélectionné, la première version que j'avais créée dans la Nik Collection et la deuxième version de mon image avec cet effet qu'on vient de sélectionner. Alors donc ça, c'est le flux de travail en one shot, mais ce que vous pouvez faire également, eh bien, c'est vous disposer d'un flux de travail réversible avec la Nik Collection. Alors pour ça, il y a une petite astuce, il y a quelque chose d'important à faire et à ne pas oublier. D'accord? Alors donc, suivez-moi bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va repartir de l'original, bien sûr. On repart de l'original. Donc, on a fait notre traitement de base. On veut aller dans la Nik Collection, dans Réglages, parce qu'on va y revenir après. Ça, c'est important. On exporte en TIFF.
Donc, dans le flux de travail réversible que je vous montre, vous traitez, vous exportez votre image en TIFF, pas en JPEG, en TIFF, d'accord? Qualité 16 bits si vous le souhaitez. Inutile de toucher au reste. Vous cliquez sur OK. Vous lancez Color FX Pro 4. Ou alors, on peut essayer de retenter notre chance avec Analog FX. Donc là, utiliser des noms uniques. Hein, je vais créer une autre version de l'image. Donc, l'exportation se produit également, comme vous pouvez le voir ici, avec mes petits ventilateurs qui soufflent sur mon ordinateur portable. Voilà. Et Analog FX va s'ouvrir en principe sur l'autre écran. Ah non, il est là, le voilà. Et il me fait toujours un petit bip bip avec une petite fenêtre qui est cachée quelque part. Mais écoutez, tant pis pour celui-là. Donc on va le quitter, on va retourner dans Color FX Pro. Donc vous voyez ce que je fais là, je tente tout simplement de forcer le programme à quitter. Donc je vais forcer à quitter avec le système d'exploitation. Voilà, Analog FX Pro, forcer à quitter. Donc je dois avoir cette petite fenêtre qui est planquée dans un coin d'écran, mais je n'ai pas vraiment le temps de fouiller et de vous faire perdre votre temps comme ceci. Donc on va retourner dans Color FX Pro. Donc je pars de l'original, je récapitule. Réglage en TIFF, ça c'est très important, d'accord. Color FX Pro, comme ceci. Donc là, on va choisir encore utiliser des noms uniques, mais c'est pas une obligation, hein, parce qu'on va faire comme si on n'avait pas créé les autres versions de l'image. Donc DxO Photolab génère mon fichier TIFF, ce qui prend toujours quelques secondes. Et maintenant, roulement de tambour, où va s'ouvrir ma fenêtre de Color FX Pro, évidemment sur l'autre écran. Voilà. Donc chargement de l'image, effectivement. On va la mettre en plein écran comme ceci. Et là, il m'applique en fait la dernière correction qui a été faite et que je souhaite pas du tout utiliser. Alors, attendez voir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut choisir? Alors, je vais voir pour choisir. Alors moi, je veux pas du Monday morning du tout. Voilà. Hop, filtre vide. Donc vous voyez, j'ai fermé la palette ici à droite, c'est une bonne astuce, hein, et je vais aller chercher un autre effet, par exemple, vraiment à tout hasard, classique soft focus. D'accord? Donc allez, un rendu un petit peu flou comme ça, un effet de diffusion de mon image, voilà, très bien. Et éventuellement, pour revenir sur certaines corrections, je peux profiter de mon flux de travail réversible. Vous voyez, je vais en bas ici et sous l'image, j'ai quelque chose qui s'appelle enregistrer et éditer plus tard. Les fichiers seront plus volumineux. Alors, je coche cette option et en faisant ça, en fait, je vais demander à la Ni Collection de me générer un deuxième fichier TIFF caché qui accompagne le premier et qui contient toutes les corrections que vous voyez ici sous vos yeux. D'accord? Mais vous ne verrez que cette version de l'image. Vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Je clique sur enregistrer. Donc n'oubliez pas de cocher cette petite option en bas à droite. Voilà, donc j'ai mon image maintenant qui est revenue. Alors laquelle est-ce? Non, non et non. Alors écoutez, on va reprendre ça à zéro parce qu'il y a vraiment, ça va vraiment pas. Désolé. On va reprendre à zéro. Donc je vais supprimer ces images, supprimer, et on va recommencer. Alors je repars de l'original. Ni collection, d'accord? On sait qu'on est en TIFF, très important. OK. Color FX Pro. Donc création du TIFF.
Donc on se mélange vite les pinceaux, vous voyez, en multipliant les fichiers, donc faites attention aussi à ça. Voilà, donc ColorFX Pro, roulement de tambour, encore une fois, sur l'autre écran. Voilà. Donc mon image s'ouvre, on passe en mode plein écran comme ceci. On va aller chercher, allez, on va pas traîner pendant 107 ans avec cette histoire. Je veux juste changer l'aspect de ma photo. Voilà, je passe en couleur chaude ici, d'accord. Donc avec un effet de saturation. Allez, tiens, je vais pousser l'effet de saturation. J'exagère la correction exprès. Vous voyez, je vais dans les 70%, comme ceci. Je n'oublie pas de cocher en bas enregistrer et éditer plus tard, d'accord. Je clique sur enregistrer. Donc la correction, le filtre est appliqué à l'image qui revient dans DxO Photolab. Vous voyez, ici. D'accord. Et maintenant, je me dis, j'ai peut-être un petit peu exagéré ou ce rendu ne me plaît pas. Eh bien, c'est très simple. Vous sélectionnez l'image qui a été traitée dans la Nik Collection et pas l'original cette fois. D'accord. Donc, l'image qui a été traitée, donc celle-ci, vous cliquez à nouveau sur le bouton Nik Collection. Et là, important, vous allez dans Réglages et dans la section Traiter en, comme ceci, vous allez non pas utiliser exporter en TIFF, mais exporter sans traitement le ou les fichiers sélectionnés. Parce que bien sûr, vous pouvez envoyer plusieurs images en même temps dans la Nik collection. D'accord. Donc, vous passez à exporter sans traitement les fichiers sélectionnés. D'accord. Vous cliquez sur OK. Et ensuite, vous choisissez ColorFX Pro 4 comme ceci, puisqu'on a travaillé avec ça. Donc ColorFX Pro 4 qui s'ouvre, devinez où, sur mon autre écran. Voilà, donc voilà mon image avec le rendu et les corrections précédentes qui s'ouvrent. Et vous voyez, vous rappelez qu'on avait coché ce petit bouton enregistrer et éditer plus tard, donc les fichiers seront plus volumineux. Et donc, on retourne dans mon panneau à droite et on voit notre curseur saturation à 68%. Puis on se dit, tiens, là, j'ai peut-être exagéré ma correction, je vais la réduire. Ou alors, eh bien, vous changez carrément de rendu. On peut aller chercher, quelque chose d'autre. Hein. Voilà, comme ça. Vous voyez, je change carrément de rendu. Alors bon, là, c'est un petit peu exagéré. Coucou mes poussières là, cachées qui reviennent et je clique sur enregistrer. Donc les corrections sont appliquées à mon image qui va revenir dans DxO Photolab et là je n'aurai pas plusieurs versions du fichier TIFF. Vous voyez, j'aurai un seul fichier TIFF et comme vous voyez la vignette se met à jour et comme j'ai coché cette option d'editing réversible et que j'ai bien pensé dans le deuxième voyage de cliquer sur Réglages et de prendre l'option traiter, enfin exporter sans traiter les fichiers. Vous voyez, donc je peux ainsi modifier les réglages ou carrément le rendu de l'image du TIFF qui a été généré dans le voyage vers la Nik Collection et changer l'aspect de la même image au lieu d'en développer plusieurs versions en mode one-shot. Donc voilà pour ce flux de travail avec DxO Photolab et la Nik Collection. Et ensuite, ce qui nous reste à voir rapidement, on peut faire un tour, c'est le filigrane. Hein, si vous voulez rajouter un copyright texte ou image dans votre image, vous sélectionnez l'image en question, vous allez dans la palette filigrane, vous cliquez sur texte ici, et juste en dessous, vous avez un champ de saisie. Vous voyez, donc je fais mon petit C de copyright avec mon petit nom que je saisis au clavier, et j'ai la possibilité de changer la police. Alors, je vais faire entrer pour valider, pardon. Donc, vous voyez que mon copyright ici, mon filigrane, pardon, apparaît en bas de l'image. Alors, il est trop grand, trop voyant. Donc, je peux
le positionner ailleurs. Je vais le mettre en haut à gauche, par exemple. Vous voyez, vous avez à droite un petit damier ici. Je clique ici sur le, le pavé qui se trouve en haut à gauche. Je peux également réduire sa taille, bien évidemment. Vous voyez, donc je vais essayer de le rendre un peu plus discret. Voilà, et puis il faut que vous puissiez le voir encore. J'ajuste l'opacité, c'est-à-dire la transparence de mon filigrane en haut à gauche. Et comme ça me plaît pas qu'il soit là dans le coin, parce que si je publie sur Internet, on va me couper les bords de l'image et donc je ne pourrai pas dire bah, c'est moi qui ai fait la photo. Hein, pourtant, j'ai un autre signe secret de signature, c'est-à-dire les poussières cachées du capteur, vous voyez. Donc je prends vraiment toutes mes précautions. Et là, je vais tout simplement utiliser les curseurs marge haut, marge bas, donc pour assurer vraiment la position de mon filigrane de copyright hors d'atteinte d'une coupure. Bon, on peut toujours recadrer ici, effectivement, mais bon, si vous avez peur qu'on vous pique vos images sur Internet, il y a aussi une autre solution, c'est de ne pas les publier, hein, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez donc mettre du filigrane texte, vous pouvez mettre du filigrane image et vous pouvez même combiner un texte et un logo, par exemple, dans la même image. Et ensuite, eh bien, cette photo, eh bien, vous cliquez sur export vers disque comme ceci et vous pouvez tout simplement l'exporter dans le format que vous souhaitez, JPEG, TIFF. Hein, vous avez tout un tas d'options qui existent et que vous pouvez personnaliser, notamment si vous utilisez l'édition Elite de DxO Photolab. Vous pouvez même faire des exports multiples, c'est-à-dire dans des formats multiples vers des destinations, vers des dossiers multiples également. Donc voilà pour ce flux de travail de base entre DxO Photolab, donc les corrections de base d'un côté, et de l'autre la partie créative dans l'ANI Collection avec la possibilité de réversibilité des traitements des corrections, et puis un petit bonus ce soir sur le filigrane de DxO Photolab, qui est ma foi fort pratique, qui a été demandé pendant très longtemps d'ailleurs, et que vous avez désormais dans le programme. Donc voilà pour cette présentation aujourd'hui. Alors rien de particulier. Je vous signale simplement que le prochain webinaire aura lieu donc mardi, non, aura lieu le mardi, pas mardi prochain, pardon, le 17, donc pas, c'est mardi en 8, et on parlera donc de DxO Photolab, du flux de travail dans DxO Photolab. On ira un petit peu plus loin dans les présentations des outils et surtout, on verra comment personnaliser son interface et son espace de travail en détail. Donc, merci d'avoir bien voulu assister à cette présentation de ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, si vous êtes en vacances, eh bien, profitez-en, faites des photos ou triez vos photos ou traitez-les avec tous ces outils fantastiques à votre disposition.